Bonjour Emmanuel Gagny. Bonjour Lionel. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine, ce rendez-vous qui est en vidéo sur YouTube, Facebook et publié en podcast sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Emmanuel Gagny, vous avez commencé votre carrière à la rédaction nationale de France 3, puis vous êtes devenu rédacteur en chef adjoint du France 3, De Soir Soir 3, 3, du tout Soir à 3 fait. plutôt, ça sera mieux comme ça. Après, vous avez collaboré comme journaliste, réalisateur avec pièces à conviction, complément d'enquête, envoyé spécial, Capital et faites passer l'info sur Canal+. Je ne connaissais Oui, pas cette une émission émission. qui a duré 2 ans. Voilà. Ah, je suis désolé. Depuis 4 ans, vous travaillez pour l'agence Première Ligne. Vous êtes le rédacteur en chef de l'émission Cache Investigation, une émission diffusée sur France 2 le jeudi, une fois par mois. Oui, il y a 6 numéros par an. 6 numéros par an, présenté par Élise Lucet, qu'on ne présente plus. Tout à fait. Avant de commencer ce rendez-vous, je voulais commencer par prendre des nouvelles de vos 2 collaborateurs qui ont été victimes du terrorisme le 25 septembre dernier. Comment vont-ils ? Écoutez, ils vont aussi bien qu'on peut l'être après avoir traversé de tels événements. Ils ont bien sûr des séquelles physiques, des séquelles psychologiques, mais je pense qu'ils vont aussi bien qu'on peut l'être après avoir traversé une telle agression. Euh, L'un de nos collaborateurs a repris du travail, l'autre ne devrait pas tarder à le faire. En tout cas, on les voit, on partage des moments avec eux et on est extrêmement heureux de les voir parmi nous. En tout cas, on leur souhaite le meilleur et ainsi que Merci. la protection à vous tous. Euh, la dernière enquête de Cache Investigation est sur les données personnelles. Cette enquête est à tomber par terre. Elle a été réalisée par Linda Bendali, qu'on connaît au Club Lamartine parce qu'on l'avait accueillie dans le cadre du festival Ecologo sur son enquête de Paris à Fukushima, les secrets d'une catastrophe plutôt, qui était dans le cadre de cellules d'investigation. Cellule de crise, tout à fait. Cellule de crise, investigation, désolé. Comment Je vous en prie. est née, comment naît une telle enquête sur les données personnelles ? Alors au départ, on était plutôt parti sur une enquête plus large sur les GAFAM et puis Linda en enquêtant. Et puis par ailleurs, parce que Élise avait reçu, comme on le raconte dans l'émission, un message d'un jeune start-upper qui lui expliquait qu'étonnamment, il avait trouvé son numéro sur une base de données téléphoniques et qu'il se doutait que si le numéro de téléphone d'Élise Lucet était sur cette base de données, elle n'avait pas donné son consentement. Par ailleurs, il avait trouvé d'autres noms. Donc Élise a cette information-là. Linda commence à travailler de son côté. Et puis, on se dit très naturellement qu'il faut enquêter sur les données personnelles, que c'est un sujet qui fait sens, qui prend de plus en plus d'importance. C'est vrai que je pense qu'au départ, on a tous vu arriver le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, comme quelque chose d'un peu nébuleux, sans prendre forcément conscience des enjeux qu'il y avait derrière. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit c'est intéressant de revenir de revenir, parce que d'autres l'avaient vu aussi, donc de revenir sur cette question des données personnelles et de comprendre dans quelle mesure, effectivement, elles nous appartiennent encore, alors que le règlement, le RGPD, existe depuis plusieurs années. Effectivement, dans cette enquête, j'ai découvert, hein, moi le premier, qu'en fait, souvent on nous demande sur LinkedIn, Facebook, par exemple, de partager ses contacts, et qu'en fait, quand c'est pas un geste anodin, ça reste C'est pas pas du tout un auprès. geste anodin. Non, Ouais, c'est pas du tout un geste anodin parce que vous avez beau vous protéger, si vos contacts partagent vos propres coordonnées,
ben, elles sont aspirées et elles peuvent se retrouver sur très concrètement, sur une base de données téléphonique qui a aspiré des centaines de milliers de contacts. C'est comme ça que des téléphones qui normalement doivent rester en circuit fermé, hein, le cas de policier, se retrouvent sur ces bases de données, ce qui est quand même tout à fait problématique. Ah bah oui, parce que là, pour le coup, on participe tous à donner des numéros personnels à tout le monde, en fait. Complètement, complètement. Et puis, alors l'enquête, pour revenir à l'enquête, elle démarre effectivement sur ce constat qu'il faut enquêter sur ces données personnelles, sur ce signalement qu'a Élise. Et puis, Linda, en enquêtant aussi, se rend compte qu'il y a une société qui s'appelle IQVIA, qui est un data broker qui est spécialisé dans les données de santé, le plus gros dans le monde, qui a fait parler de lui aux États-Unis. Et donc, comme c'est une excellente enquêtrice, elle se dit, mais est-ce qu'il ne serait pas en France? Et elle va chercher et elle trouve effectivement une décision de la CNIL où il est fait mention d'IQVIA. Et c'est comme ça, voilà, qu'elle part sur l'autre partie Ouais. de cette enquête, à savoir les données qui sont reliées à notre carte vitale, quoi. Alors là, c'est là où, quand je disais tout à l'heure que je suis tombé par terre, j'étais scotché. Parce qu'on nous dit toujours, oui, les données de notre carte vitale sont protégées. Oui, sauf qu'il y a l'État lui-même a organisé une fuite. euh, Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que, alors là, ce ne sont pas forcément les données de la carte vitale, mais la carte vitale oui, est le c'est ça. traceur, ce C'est le qui permet de traceur, oui. vous identifier. Voilà, en fait, c'est le numéro qui permet de vous identifier. Et même quand vous achetez de la parapharmacie, qui ne va pas être remboursée par la sécurité sociale, bah, ça va être absorbé par IQVIA. Alors, il y a un double problème, c'est que normalement, quand on donne des données de santé, donc des données sensibles, il faut un accord explicite et il faut savoir à qui vont ces données. Mm. Et quand on a fait l'enquête, ce n'était pas le cas. Notre équipe est allée dans 200 pharmacies et dans aucune de ces pharmacies, même chez le président du syndicat des pharmaciens, on a trouvé d'affichettes ou de messages. Donc, ce qui est quand même problématique. À l'heure où effectivement on vous dit que si vous voulez donner vos données, pardon pour l'expression, elle n'est pas très jolie, mais c'est absolument indispensable. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, évidemment, IQVIA a dit, ces données, elles sont anonymisées, elles passent par deux filtres, mais pose question, c'est que les spécialistes, comme Monsieur de Montjoie qui travaille à l'Imperial College de Londres, disent que c'est très facile quand on dispose de plusieurs données simples de retrouver quelqu'un, de désanonymiser quelqu'un dans une base de données. Voilà, donc effectivement, ça pose question je pense que l'enquête, elle permet aussi de mettre cela sur la place publique, de permettre aux citoyens de prendre conscience qu'aucun de leurs gestes n'est anodin, alors où on a plus de 80 applications sur son téléphone portable, ou parce qu'on est pressé, et moi le premier, accepter tout, ben oui, accepter tout, ça implique que derrière, vous acceptez aussi qu'un certain nombre que vos données, ce que vous aimez, ce que vous partagez, soient récupérées par des data brokers. Alors, quand on pense que certains partent sur des théories que le vaccin permettrait de donner des données, la 5G, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. Quand on Non, il n'y regarde a pas besoin de Cache. tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Alors nous, on n'a pas enquêté sur l'application anti-Covid, hein. Ouais, ouais. Pour ça que nous, enfin, on veut rester modeste, c'est-à-dire que on a des éléments d'information sur Doctissimo, on a des éléments d'information sur IQVIA, sur ce qui se passe sur la question de la traçabilité du vaccin et de ce que vient de donner. Je suis incapable de vous répondre et je ne me permettrai pas de donner un avis. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin de ça, Ouais, comme c'est vous le ça. disiez à l'instant, pour qu'on sache beaucoup de choses sur nous. Et j'ai découvert, grâce à vous, hein, aussi que dans nos applications qu'on a téléchargées sur nos téléphones, nos smartphones, en fait, ils envoient des petites données comme ça au courant de la journée, au courant de notre vie, sans qu'on le sache vraiment, sans qu'on le sache tout court même.
Sans qu'on le sache, mais c'est la question, effectivement, c'est la question du consentement. Alors, je pense que Linda pourrait vous en parler mieux que Oui. moi, et même si, effectivement, je l'accompagne dans l'enquête, mais il y a des éléments assez techniques sur ce point-là. Et oui, mais de toute façon, il y a effectivement des traceurs. Il y a une chose que je voudrais dire aussi, pour revenir sur IQVIA, c'est que dans la décision de la CNIL, on parle d'intérêt public. Hmm. Donc d'intérêt public donc de recherche dans le cadre de la recherche médicale. Et nous, on s'est rendu compte que ces données, enfin même si elles étaient agrégées, même si elles étaient anonymisées, elles pouvaient être vendues à des partenaires commerciaux. Linda s'est fait passer pour quelqu'un qui voulait monter un commerce en ligne de parapharmacie, et on lui a proposé effectivement de lui mettre à disposition un certain nombre de données. Moi, je trouve que là, on est très loin de l'intérêt public dans le cadre de la recherche médicale. Voilà, je voulais Ouais, mais mettre ce point-là aussi sur la table parce qu'il est important. aujourd'hui, combien de temps ça met pour faire une telle enquête? On dit en général qu'on met un an. C'est Oui. un an minimum pour faire une enquête. Pourquoi? Parce que bon, bah, c'est comme un travail, aussi exhaustif soit-il, il faut qu'il ait une fin. Et c'est vrai que en général, on prévoit un an à 15 mois entre le moment où on va initier l'enquête et le moment où elle va être rendue publique et diffusée. Et ça mobilise combien de personnes? Ça mobilise un journaliste, un réalisateur. Là, on parlait de l'enquête sur les données personnelles. Là, c'était Linda Bendali. On a aussi dans l'équipe trois enquêteurs, donc ce sont trois journalistes juniors qui viennent prêter leurs compétences aux différents journalistes qui travaillent dans l'équipe de Cache. Voilà, et puis il y a l'équipe de rédaction en chef, donc Sophie Legal et moi-même. Ça, c'est pour la partie strictement éditoriale. Et puis après, il y a les caméramans, les monteurs qui ont une part importante, puisque c'est eux, au moment où il y a tous ces rushs, qui vont, avec le ou la journaliste, tenter de lui donner du sens et faire en sorte qu'à l'arrivée, ce soit, je ne dirais pas agréable à regarder, mais que au moins, effectivement, bah, ça soit un objet de télévision. Donc, il y a des caméramans, il y a des preneurs de son. Il y a bien sûr Élise Lucet qui travaille avec nous, qui est notre première interlocutrice, à qui on soumet nos pistes d'enquête, avec qui on discute des pistes d'enquête, avec qui on prépare toutes les interviews. Et puis, la chaîne qui nous accompagne et qui voit le sujet à l'arrivée, quoi. Donc, avant sa diffusion. Donc, ça mobilise beaucoup, beaucoup de monde. Et Oui. puis, j'oubliais aussi la production, donc les gens qui s'occupent des comptes et de la post-production, qui font en sorte qu'on ait des salles de montage à disposition, voilà, qui s'occupent des effets qu'il peut y avoir sur certaines séquences. Donc, ça mobilise énormément de monde. Il n'y a qu'à voir le générique. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas des emplois fictifs. Et une des signatures pour moi de Cache Investigation, c'est la voix de Jean-Pierre Canet. Euh, Tout à euh, fait. et qui est cette voix un peu rauque, qui est vraiment, je trouve que c'est une belle signature. Et effectivement, le montage dynamique, la mise en situation. Là, on voit Linda, en tout cas, moi, je la connais, donc je la reconnais, en lunettes noires, chemise blanche qui fait l'espion. Il y a un côté un peu scénarisé du commentaire, et c'est ça qui est aussi qui donne cette vie à vos enquêtes. Ça nous est parfois reproché, mais c'est notre ton, Ouais. c'est notre ADN. Tout le monde n'est pas obligé de partager. Je pense que d'une part, ce sont des enquêtes qui, sur le fond, sont dures, sont arides quand on traite la fiscalité, la question des impôts, les inégalités, la souffrance au travail, là en l'occurrence les données personnelles. Pour que ce soit un objet de télévision parfois il faut vraiment, il y a une part effectivement
j'aime pas le terme de mise en scène parce qu'elle pourrait laisser croire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fiction, mais on est obligé aussi d'amener des éléments qui font que le sujet soit agréable à regarder. Parce que si c'était un procès-verbal de police, je pense que personne ne le regarderait, quoi. Donc ça permet, et puis ça permet aussi pour le téléspectateur ces petites scénettes un peu drôles, de prendre un peu de recul, de respirer avant qu'on lui inflige encore de nouvelles explications, de nouveaux éléments de démonstration. Donc, tout le jeu consiste effectivement à trouver ce dosage-là et à faire que pendant 90 minutes ou 100 minutes, les téléspectateurs nous suivent. Enfin, je pense que c'est le plus long programme d'investigation dans le monde, hein. Personne fait des enquêtes de 100 minutes quelle que soit la chaîne partout dans le monde, quoi. Oui, dans les enquêtes, bien souvent maintenant, il y a 2 enquêtes. Il y a deux. Oui, mais il y a toujours eu, alors, il y a une thématique et Ouais, c'est ça. effectivement, on la décline sur 2 ou 3 aspects. C'était plutôt 3, maintenant c'est 2, ça dépend. C'est ce que, je pense qu'on essaie de faire en sorte que ce soit des éléments qui se répondent. Par exemple, quand on a traité avec Sandrine Rigaud la question du plastique, on a voulu montrer à la fois que aujourd'hui le message de ne laissez pas, ne jetez pas dans la rue vos déchets plastiques, ce qui est une très bonne chose, hein, dans le partage, mais que les gens qui avaient lancé ce message n'étaient pas forcément dénués de tout intérêt à envoyer ce message. C'était une manière plutôt de cacher le problème plutôt que de le traiter, parce que derrière, il y avait effectivement un certain nombre de lobbies de l'emballage plastique. Et on a voulu aussi montrer que il y avait une autre promesse pour pousser le consommateur effectivement à continuer à utiliser du plastique, parce que finalement, quand on dit jetez-le dans la poubelle, c'est une manière aussi de cacher un peu le problème et de ne pas le réduire à la source. Et une autre manière aussi de ne pas réduire à la source, c'est de dire on va tout recycler. Et on montrait cet exemple-là notamment avec Coca, sauf que c'est pas possible. La promesse du recyclage à l'infini, c'est pas possible. Donc chaque fois, on amène des éléments d'information qui se répondent et qui, on l'espère, ne sont pas juste un empilage de dossiers comme je sais pas, dans un fraisier, quoi. On soit sur la même tonalité, dans la même thématique, et que ça explore différents aspects de la même thématique. Il y a eu l'enquête de Marie Maurice sur les hôpitaux qui a fait aussi grand bruit, où on voit que l'hygiène dans nos hôpitaux est une catastrophe. C'est pas forcément une catastrophe. En tout cas, Ouais, en tout cas, ça fait peur, hein. Ça fait, Franchement. ce qui fait peur, c'est qu'effectivement aujourd'hui, c'est une variable d'ajustement dans le budget des hôpitaux. C'est malheureusement ça, c'est-à-dire Ouais. effectivement on a externalisé et ça peut. Alors, je voudrais pas du tout jeter l'opprobre sur tous les hôpitaux voilà, mais effectivement, il y a un certain nombre de fonctionnements qui posent question dans les hôpitaux, et que le recours à la sous-traitance n'est pas forcément au profit du mieux-disant. Et effectivement, là, j'ai entendu que la CNIL avait réagi par rapport à l'enquête de Linda. Tout à fait. Au moment de l'enquête après coup de Marie Maurice, il y a eu aussi les femmes de ménage ont enfin gagné en pouvoir d'achat et en conditions de travail. Aujourd'hui, est-ce que l'impact de Cache Investigation, vous l'avez vu évoluer dans le temps? Est-ce que les politiques réagissent différemment? J'avais vu l'enquête sur les pas objecteurs de conscience, parce que ça, c'est le vieux mot, le service civique. Civique. Ouais, où Mm-hmm. on voit qu'en fait, c'est des emplois déguisés. Et on voit le porte-parole du gouvernement qui était à la jeunesse, Gabriel Attal. Mm-hmm. Gabriel Attal, qui était à la jeunesse à l'époque, s'empêtrer, mais on voit aussi qu'il s'améliore. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit lycée, on se dit, tiens, on a une technique de réponse. Est-ce que c'est un... C'est effectivement une technique de réponse. C'est-à-dire qu'il faut voir que ces enquêtes, elles durent longtemps. Donc, parfois, entre le moment où on va obtenir, ou en tout cas faire les premiers mails, passer les premiers coups de téléphone pour obtenir un rendez-vous, et le moment où on l'obtient,
peut y avoir une petite course de vitesse qui s'engage à mettre l'interlocuteur qui va essayer effectivement d'accélérer un dossier ou de faire en sorte qu'il puisse le présenter de manière tout à fait à son avantage. C'est le jeu et c'est normal. Et tant mieux si effectivement les choses peuvent s'améliorer. Par exemple, pour vous parler d'IQVIA, on a commencé les négociations à discuter avec eux. Je ne pourrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était vers septembre. Et il a fallu je crois 2, 3 mois avant qu'on puisse réaliser l'interview. Voilà, donc, et étonnamment, au moment de l'interview, on le note d'ailleurs dans le sujet, Monsieur Aubert, le président d'IQVIA France, présente à Élise Lucet un nouveau prospectus avec un QR code disant voilà, on va mettre ça dans les pharmacies. Et étonnamment aussi, alors que d'après nos informations, il n'y avait aucun moyen de demander que nos données n'entrent pas dans la base, Monsieur Aubert nous a expliqué qu'ils étaient en train de travailler activement et sur le point de mettre en place un système qui permettait de bloquer l'accès pour une personne de l'envoi des données à IQVIA au niveau des pharmacies. Bon, voilà, donc ça, on a un exemple très concret où effectivement celui à qui on va demander entre guillemets des comptes fait des choses et accélère un processus qui était peut-être déjà en réflexion pour être prêt à annoncer des choses dans mon interview. Ça peut arriver, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il gagne du temps pour gagner en com et il ne plus être comme auparavant, en tout cas les premiers où ils étaient scotchés, ils anticipent maintenant. Oui, il y a effectivement un phénomène d'anticipation et c'est long d'obtenir, c'est parfois long d'obtenir une interview. Hein. Il faut discuter, expliquer notre démarche, parce que les gens pensent qu'on adore courir après nos interlocuteurs. Non, enfin, on le fait parce que c'est aussi un moyen de pression, c'est leur dire si vous refusez une interview, nous on ira vous poser des questions, on appliquera le principe du questionnement contradictoire jusqu'au bout, même si ce sont des conditions qui sont un peu rock'n'roll. Oui, donc on continue à le faire parce que c'est aussi un moyen d'expliquer à nos interlocuteurs qu'on ira jusqu'au bout. Voilà, même si ce n'est pas forcément ce qu'on cherche. Je veux dire, quand vous avez travaillé 1 an, vous avez envie de réponses sur le fond. Pas juste de quelqu'un qui vous dit non, je ne sais pas, ou on ne vous répondra pas, etc. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais on continue à le faire parce que c'est un moyen, oui, à la fois d'aller jusqu'au bout du contradictoire et puis de leur mettre un peu la pression. Voilà. Est-ce que des fois ça a été chaud? Qu'est-ce que vous appelez chaud? Un peu Oui, costaud, c'est quoi. un peu rugueux, Ouais, oui, c'est c'est ça. parfois un peu rugueux, mais je dois reconnaître que chaque fois, Elise y va et Oui. n'a pas peur n'a pas peur du fight. Hein. Je me souviens effectivement sur l'enquête sur les Panama Papers, on était allé, je rebouge mon écran, sur l'enquête sur les Panama Papers, on voulait poser des questions à la banque de Rothschild. Et donc, on s'était invité à un événement, ce qu'on appelle un side event, un événement en marge de la COP 21, événement auquel participait Madame de Rothschild. Et Élise avait failli prendre un coup de la sécurité. Oui, oui, ça a été à 2 doigts. Et on a eu comme ça quelques moments un peu durs, notamment l'enquête sur le luxe aussi, pareil, où l'un de nos interlocuteurs tentait d'entraîner Élise de manière assez violente dans une pièce pour fermer la porte et empêcher les Oui. caméras de filmer. Voilà. Donc, Quand vous vous déplacez comme ça, il y a combien de caméras? Parce qu'il y a des champs et contre-champs, en fait. il y a à minima 2 caméras. D'accord. Il y a une caméra qui est sur l'interlocuteur, une autre caméra qui est sur Élise Lucet.
Dans l'enquête de Linda Bendali sur les données personnelles, on voit encore une fois qu'il y a des membres, il y a des gens qui passent du privé au public et du public au privé, ce qui était le cas aussi sur l'enquête sur les banques, Oui, où sur on les banques, tout voit, à fait. Mm. et ça change pas, quoi. C'est-à-dire Non, que mais c'est même totalement, ça ne change pas et c'est même totalement assumé. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire a une réponse qu'on peut ne pas partager, mais extrêmement claire là-dessus. Les compétences du privé sont une richesse et les revolving doors, c'est pas un problème. Voilà. Alors après, chacun en pense ce qu'il veut. Nous, on pense que c'est problématique et que à un moment donné, il peut y avoir une confusion des genres, une confusion des intérêts, même si les personnes sont parfaitement honnêtes, mais quand vous avez été longtemps dans le privé et que vous retournez dans le public à un très haut poste, forcément, vous vous êtes pétri de cette culture et vous vous dites que l'intérêt du secteur que vous avez représenté peut être l'intérêt public, sans pour autant qu'il y ait enrichissement oui, personnel, oui, où oui, oui. on n'en est pas du tout là-dessus. Mais ça peut être problématique. À l'inverse, il y a Bruno Le Maire pense que c'est une richesse. Bah, il fait partie de ces gens qui ont appris à parler à Élise Lucet, je trouve. Parce que Tout à son fait. intervention, elle est carrée, il est clair. Sur cette question de ces personnalités qui font les allers-retours, il apporte une réponse. Bon, effectivement, bah, d'un seul coup, c'est quelque chose qui est anormal et dénonçable. Bah, moi, j'étais devant ma télé, je me disais, bah ouais, il a peut-être raison, en fait. Mais Mmh. je trouve que dans toutes celles que j'ai vues, je trouve que c'est un qui gère le mieux cet aspect de ce face-à-face. Mais pourquoi? Parce que je pense que à la différence de M. Darmanin qui a été tout de suite dans le conflit et qui a refusé de regarder les éléments qu'on lui a apportés alors qu'il les connaissait parfaitement et il les a balayés d'un revers de main. Bruno Le Maire a accepté finalement le principe du contradictoire, a accepté et a assumé des positions. Je pense que quand on assume des positions et qu'on les explique, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il y a un problème quand effectivement quand on refuse le débat ou quand on est quand on est de mauvaise foi ou quand on a quelque chose à se reprocher. Si vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher, si vous assumez votre action, qu'elle soit publique ou privée, en admettant ses limites, parfois ses erreurs, je pense que vous avez tout à gagner d'une interview. Oui, dans la dernière enquête, il y a le créateur d'application qui a un acte, pas violent, mais en tout cas est énervé. Effectivement, moi, j'ai vu, je me souviens plus de l'application qu'il développe, mais je l'avais sur mon téléphone. Le président d'Unify qui regroupe Oui, c'est ça. Doctissimo et Marmiton Bah, et j'ai supprimé au Marmiton. féminin.com. Voilà, et au Et féminin.com. Voilà. ben, à son attitude, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait oh, lui, il a quelque chose à pas très très clair. J'ai pris le téléphone, j'ai supprimé. Je me suis dit, il doit avoir des relevés de données. Voilà. Voilà, je trouve. Mais parce qu'en plus, alors là, on cherchait à avoir une interview de Doctissimo depuis un an. Oui. On a appelé, relancé, Linda a appelé, envoyé des mails, j'ai appelé, Elise a appelé, et on n'a jamais eu de réponse. Si on a eu un mail qui était en fait un copier-coller de réponses qui étaient déjà sur leur site et, et qui n'étaient absolument pas des réponses. Et puis par ailleurs, quand on les sollicite, on ne leur donne jamais les questions, on leur donne les thèmes qu'on veut aborder avec eux de manière assez précise. Donc, ça ne pouvait pas répondre aux questions, puisque les questions, on ne les avait pas posées. Donc, on a cherché à les avoir en leur expliquant qu'on avait des choses importantes et sur lesquelles ils devaient répondre. Ils ont refusé. Donc là, bah, typiquement, vous allez poser des questions sur place. Et je pense que M. Abécassis, pour ne pas le nommer, a très mal réagi. Oui. Voilà. Il aurait dû ou ne pas se présenter
ou rester dans l'ombre, ou en tout cas ne pas faire comme ça ce grand cinéma, parce que nous, on est rentré par la porte était ouverte, on a demandé à la dame de l'accueil qui, d'après nos informations, est toujours en poste, et heureusement pour elle, et on en est ravis. On a demandé à pouvoir rencontrer Monsieur Nicolas Salado. Elle nous a proposé de l'accompagner. On a fait ça. Il n'y a pas eu violation de domicile. Les rushs le montrent. Les discussions avec les employés qu'on a croisés étaient vraiment extrêmement calmes et courtoises. Et lui débarque et veut jouer les gros bras. Ben, non, vous parlez de... Ce qui est assez drôle maintenant, c'est qu'ils vous filment tous. Quand vous faites tous. Alors, Tous. pourquoi? Ils ont tous peur que vous fassiez des montages? Parce qu'on voit bien Oui, qu'il c'est n'y a pas de... ça. Nous, on accepte volontiers. Hmm. Je veux dire, on est dans un exercice de transparence et on accepte volontiers qu'ils nous filment. Je pense que ça les rassure. Ils se disent, voilà, comme ça, ils ne pourront pas faire un montage qui altère nos propos. C'est pas notre but, c'est jamais notre but. Je veux dire, on ne cherche pas à faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Alors oui, une interview elle va durer 45 minutes et donc on va en garder 6 minutes, ce qui est, donc il y a du montage, mais on cherche toujours à garder ce qui nous semble être l'essence des réponses. Et puis il y a des thématiques qu'on aborde qu'on va pas garder parce que finalement elles nous intéressent moins. Mais bon, je pense que ça les rassure. Il y a une des sociétés qui avait diffusé, mais avant même l'interview, l'entretien, ce qu'on ne trouvait pas très, très correct, avant même la diffusion, voilà, dans ces recherches d'entretien, je n'ai pas l'impression que c'est eu beaucoup d'effets. Alors, vous parlez de diffuser avant. Maintenant, depuis 2 numéros, il me semble que vous Oui, diffusez depuis janvier. C'est le 3e numéro qu'on diffuse avant. une semaine avant sur IP. Donc, effectivement, on prend sur la plateforme digitale France.tv. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent effectivement sur leur tablette, sur leur ordinateur portable, à l'heure qui leur convient. Et donc, je pense que c'est à eux aussi qu'on s'adresse. Et puis pour nous, et puis c'est amusant parce que j'ai une amie journaliste qui m'a dit ah, c'est drôle, maintenant que je peux le voir avant, j'ai l'impression d'avoir un petit scoop avant, de quelque chose voilà, d'un peu privilégié. Donc, c'était son impression. Et puis, ça nous permet quoi aussi? Ça nous permet de susciter des questions et d'y répondre. Donc, d'engager un dialogue plus profond avec, les téléspectateurs, avec les internautes, par le biais d'une boîte à questions qu'on met à leur disposition sur le site de France Télé, quoi. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir discuter avec eux. Bon, il y a une tentative de nous censurer lors de la première diffusion en ligne qui a été faite par la société Hoist, la société de recouvrement dans laquelle on faisait une infiltration. Alors, ils l'ont fait de manière assez maligne. Ils ont demandé à un certain nombre de leurs salariés d'aller devant, de saisir la justice. Bon, il était évident qu'ils étaient à la manœuvre derrière. Il n'y avait qu'à voir la manière dont tout ça a été libellé. Et le juge nous a donné raison en première instance. Ils ont fait appel et la justice nous a donné raison en appel. Donc voilà, donc à bon entendeur, salut. Et du coup, ça n'altère pas la diffusion en ligne, ce qu'on appelle en ligne à la télé? Non, ce sont deux usages différents. C'était effectivement la question qu'on se posait. Est-ce que ça ne va pas cannibaliser l'audience de ce que nous, on appelle dans notre jargon le linéaire, c'est-à-dire la télévision classique traditionnelle? Et pas du tout. Ce sont des usages qui s'ajoutent. Les gens qui regardent l'émission sur leur tablette ne sont pas ceux qui sont devant leur télévision.
je ne sais pas si vous avez des enfants. Moi, j'ai des enfants qui sont maintenant qui sont grands. La télé, c'est presque un objet de décoration pour eux, hein, qui est dans le salon de leurs parents. C'est eux, quand ils ont quelque chose à regarder, ils le regardent à l'heure qui leur convient sur leur ordinateur. Et donc, c'est aussi à ce public-là qu'on s'adresse, des gens qui finalement ne regardent plus la télé ou j'aime pas le terme non plus, mais ne la consomment plus de la même manière, hein. Ceux qui ont été pionniers dans le domaine CRT, qui a voilà, un site qui fonctionne presque de manière autonome par rapport à ce qu'ils font dans la télévision classique et qui voilà et je pense que on s'est dit il faut aussi que nos enquêtes soient sur le digital, d'autant que aujourd'hui on n'est plus sur YouTube. Voilà, on a la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a décidé que voilà, on ne donnait plus notre travail parce que on le donnait véritablement. Hein, c'était pas pour les quelques euros qu'il nous filait, mais qu'on donnait notre travail à Google, hein, puisque c'est YouTube. Donc, on s'est dit non, on n'a pas à leur offrir un travail qui a pris des mois, quoi. Donc, on a décidé effectivement de ne plus diffuser les sujets sur YouTube. Alors, effectivement, c'était très regardé sur YouTube, mais on essaie de faire venir les gens sur la plateforme de France.tv. Et ça participe aussi de cette volonté de ramener vers la plateforme France.tv. Les enquêtes, elles restent combien de temps sur le site de France Télévisions? Alors, on a décidé de les laisser en ligne tout le temps pour que les gens puissent les voir le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et puis, parce que parfois, vous citiez l'exemple des femmes de ménage de l'hôpital de Valenciennes. L'actu se rappelle à nous. Et les gens peuvent se dire, ah tiens, c'est intéressant, il y avait un sujet là-dessus, on va le regarder. Voilà. Il y a des femmes de ménage qui ont gagné contre accord il y a quelques temps. Mais voilà. C'est un peu différent, mais c'est et même la victoire des femmes de ménage de Valenciennes malheureusement n'était pas aussi importante que ça avait été dit. Mais quand même, ça permet de faire avancer les choses. Et je trouve que l'objectif d'une émission comme celle-là, c'est de provoquer de la réflexion, du débat, de la prise de conscience. Et quand ça peut faire bouger les lignes, c'est bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais si ça peut contribuer parfois à produire un débat citoyen qui fait avancer les choses, je trouve qu'on a rempli notre mission. Aujourd'hui, vous êtes des lanceurs d'alerte. Non, on n'est pas des lanceurs d'alerte parce que le lanceur d'alerte, c'est celui qui est en entreprise, qui prend le risque, ou dans une administration, qui prend le risque de dénoncer des faits. Nous, on est journalistes et en tant que journaliste, on n'a pas forcément on n'est pas dans la même position, on ne prend pas les risques d'un lanceur d'alerte parce qu'un vrai lanceur d'alerte prend des risques. Voilà. Nous, on prend des risques qui sont des risques juridiques, hein. On n'est pas sur des terrains de guerre. On peut prendre le risque d'avoir une porte qui se claque sous notre nez ou de prendre un coup. C'est pas très grave, hein, franchement. Donc, on n'est pas des lanceurs d'alerte, mais effectivement, on travaille avec des lanceurs d'alerte. Vous êtes des éveilleurs de conscience? Oui, voilà. C'est peut-être un peu prétentieux, mais je préfère ce terme. Alors, vous abordez jamais un sujet. Alors, il est quelque part, il est présent, mais c'est mieux politique. Politique? Oui. On en a fait. On a fait l'enquête sur la Libye, on a travaillé. C'est vrai que le prisme, c'est l'investigation. Et le prisme, c'est quand on traite, par exemple, des revolving doors dans la haute fonction publique, on parle. C'est un sujet politique. Quand on va travailler sur l'évasion fiscale, que ce soit ou dans l'optimisation fiscale, Panama Papers, Paradise Papers, on pose des questions qui sont des questions politiques. Que fait la puissance publique derrière? Donc, je pense que sur le politique, alors oui. Alors c'est vrai que
il se trouve que Big Malion, ça a été traité par envoyé spécial et par notre Super confrère enquête. voilà, Tristan Walex. Il a fait une super enquête. Donc, bravo, Magnifique. chapeau bas. Très bien. Hmm. L'essentiel, c'est que cette enquête sorte. Si on pourrait travailler sur le politique. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt dans le prisme de l'économie. Par exemple, quand on travaille sur la question des questions des impôts, quand on interroge la politique fiscale sous la présidence d'Emmanuel Macron, je pense qu'on traite de sujets éminemment politiques quand on parle effectivement de ce que certains ont appelé le ruissellement ou des premiers de cordée, de la suppression de l'ISF et de ses effets sur l'économie. Quand on parle du CICE, on parle de questions qui sont éminemment politiques. D'ailleurs, dans le sujet, il y a François Hollande qui est interrogé, Gérald Darmanin. On a souvent des politiques dans le sujet, Bien mais sûr, on bien sûr. les aborde. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Par exemple, il n'y aurait pas un sujet, l'extrême droite aujourd'hui en France. C'est pas du cache investigation, par exemple. Ou ça Mais pourrait c'est être. pas du cache investigation parce que c'est un sujet c'est une question qui est à la fois politique et sociétale. Je pense que c'est pas forcément le rôle de l'émission. C'est voilà, on pourrait on pourrait traiter. Je pense qu'on évite d'aller sur les sujets qui sont à la limite du politique et du sociétal. On est plus sur la politique et l'économie. Est-ce qu'on aurait pu traiter effectivement les emplois, la question des emplois fictifs au Parlement européen ou enfin voilà, peut-être. En tout cas, c'est vrai que notre matière, c'est vraiment c'est plutôt le champ de l'économie Ouais, et parce que, d'interroger les comportements politiques au prisme de l'économie. alors, sauf erreur de ma part, hein, le fondateur de Première Ligne est Paul Moreira, euh, Oui, et qui a fait pour Canal+ beaucoup d'enquêtes sur l'extrême droite. tout à fait. Et je m'en souviens d'une qui était incroyable, où ils allaient, et elle date il y a 5-6 ans, où il allait voir des électeurs en leur disant pourquoi vous avez voté extrême droite, Front National. Fonds Et, national, tout à et fait. oui, parce il y a des comment dirais-je, des, des cérémonies religieuses dans les rues, et il allait les voir. Et je me souviens de cette enquête, elle était incroyable et vraiment très, très intéressante. Mais c'est pas du cash, par exemple. Bah, c'est pas du cash parce que vous mettez en cause qui? Bon, ok, on fait une enquête sur la montée de l'extrême droite. Hmm. On met qui en cause? Hmm. Bah, les L'extrême lecteurs droite? ou... ouais. Et les électeurs Ouais. je pense qu'effectivement, on est sur des questions sur des questions de système. Et c'est intéressant parce que c'est effectivement où s'arrête notre travail, jusqu'où on peut aller. On n'est pas. C'est vrai qu'on va investiguer non pas sur des dérives individuelles, mais sur des effets de système. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas le comportement d'un individu qui va taper dans la caisse qui nous intéresse, sauf si éventuellement il a des responsabilités de premier plan et Hmm. qu'il a mis en place un système pour faire ça. Mais on n'est pas sur un effet sur des comportements individuels, mais bien sur pourquoi un système produit quelque chose. Quand on traite de Lidl et de la souffrance au travail, c'est parce qu'on montre que c'est tout un système de management qui est derrière, qui va produire cette souffrance au travail. Là, on parle effectivement de la question de l'extrême droite. Moi, je ne sais pas comment. Très sincèrement, je ne vois pas comment le traiter à cash. Ouais. Le débat, Non. la question est passionnante, mais je ne vois pas comment le traiter à cash. On pourrait par contre se dire, on fait une enquête sur la question. On a fait une enquête sur, par exemple, sur le logement social. Hmm. Voilà, ça, mais non, là, vous me posez une colle et je ne vois pas du tout comment on pourrait le traiter. Et ce n'est pas que la question ne m'intéresse pas, loin de là, mais, et comme journaliste et comme citoyen, mais je ne saurais pas le traiter.
Mais bien sûr, Cash parle de la politique quand elle traite de l'eau, quand elle parle des déchets, quand elle parle de la fiscalité, mais pas du politique au sens. Pas du politique, je pense. Et puis, il y a plein de, voilà, il y a plein de gens qui le font très bien, qui le font extrêmement bien. On n'a pas vocation à remplacer on n'a pas vocation à remplacer toutes les émissions. Je me souviens quand on était à Capital, on avait traité, mais on l'avait fait traiter sous l'angle de l'économie. Notamment, on avait passé un peu à la moulinette les programmes du candidat Hollande, du candidat Sarkozy et de la candidate Le Pen. Et on avait même fait concernant ce qui à l'époque s'appelait le Front National et non pas le Rassemblement National, un sujet sur qu'est-ce qui se passerait si on fermait les frontières. Voilà, c'était un sujet de politique fiction. Mais c'était un sujet qui faisait 20 minutes, quoi, Hmm. qui n'était pas sur une. Donc, je pense que c'est pas la question de politique. Il y a des émissions pour ça. Ce sont des émissions de débat. Je pense que nos confrères de complément ou d'envoyés le font très bien et on n'a pas vocation à traiter de l'ensemble des sujets parce qu'on a un prisme de travail qui ne s'y prête pas. C'est pas par peur de les traiter, c'est juste que notre prisme de travail ne s'y prête pas. Mais c'était par rapport au parcours de Paul Moreira qui avait chez Canal+ à l'époque beaucoup d'enquêtes, en tout cas c'est celle qui m'avait peut-être le plus marqué personnellement. On pouvait penser que aujourd'hui dans son agence on retrouve cette ligne, mais en tout cas c'est pas le Mais cas pour le non, moment. mais il y a d'autres. Enfin, la Cash Investigation est produite par l'agence, mais l'agence ne se réduit pas à Cash Investigation. Ah, Il y a par d'autres exemple, il y a sujets quoi? qui Il y sont. a- Ah oui, Il y a j'ai Luc vu. Herman, qui est l'autre associé, a travaillé sur Starbucks, sur J'ai vu une enquête sur Big France 5 il n'y a pas Pharma. longtemps. Ouais, il y a Martin Boudot qui développe la collection Vert de Rage. Verdrage, oui. Euh, On avait reçu euh, Martin. Tout On à avait fait, reçu voilà. Martin. Très Voilà. belle enquête. Et puis Paul travaille pas mal pour Netflix en ce moment. Voilà, il y a des projets, mais on ne s'interdit pas du tout dans l'agence de traiter des sujets politiques. Moustapha Kessous a fait un sujet sur la jeunesse algérienne, et on ne s'interdit pas de traiter le Front National. Mais voilà, qu'est-ce qu'on amène de plus? Moi, j'ai vu un doc excellent sur le Front National, sur le Rassemblement National, pardon, qui s'appelle La Cravate. Voilà, Oui, bien sûr. chapeau, bravo. C'est avec un dispositif tout à fait original. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et racontées. Qu'est-ce qu'on amène comme élément inédit, nouveau? Bon, Peut-être. s'il y a des Peut-être. informations nouvelles, on les regardera avec intérêt. Euh, Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le métier de journaliste et d'investigation par rapport au secret d'affaires. Aujourd'hui, est-ce que ça vous pose de réels problèmes? Et est-ce que la case est bien préservée chez France Télévisions aujourd'hui? Oui, on a, nous, voilà, les voyants sont complètement ouverts et continuent à être ouverts de la part de France Télé, qui, je dois le dire, nous laisse une paix royale. Ça ne veut pas dire que parfois ils n'ont pas des coups de téléphone, mais en tout cas, ça ne nous redescend pas et on peut faire notre boulot en toute tranquillité. Évidemment, parfois, on leur passe un coup de téléphone en disant bah, attention, là, ça va peut-être carillonner parce que on est allé chercher quelqu'un, donc vous étonnez pas si vous recevez un coup de téléphone. Mais je trouve que c'est normal d'informer la direction de France Télé que ça peut secouer, quoi, qu'ils puissent un peu se préparer, non, là-dessus, il y a aucun souci. Par contre, le secret des affaires nous inquiète. Oui, depuis le début, on est mobilisé là-dessus. On nous a expliqué qu'il y avait toutes les garanties, que ça préserve le travail journalistique. Mais on se rend compte, et c'est souvent le cas, que le diable se cache dans les détails. Par exemple,
On a fait une demande auprès des autorités de santé pour avoir des données de santé. Et cette autorité publique nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas donner ces informations et a invoqué le secret des affaires. Voilà, je trouve la ficelle un peu grosse et c'est là qu'on voit que lorsque effectivement l'autorité publique dit ah non mais vous comprenez, si on vous donne ces informations-là, il peut y avoir des éléments d'information sur les sociétés en question, ce titre privé, donc on ne vous les donne pas, alors qu'on parle d'argent public, on parle de missions d'information et de sujets d'intérêt général. Il y a un problème quand même, hein. Et c'est souvent le cas. Le Monde, d'ailleurs, avait déposé une plainte en ce sens. Mais c'est un souci, ouais. Ouais. Ça continue à nous inquiéter. Et étonnamment, c'est parfois l'administration ou les autorités publiques et qui se font les plus fervents défenseurs du secret des affaires. Vous voyez que c'est un peu le monde à l'envers. Bah, est-ce qu'on peut avoir un scoop de la prochaine enquête de Cash? Malheureusement, je peux juste vous dire que ça va être intéressant, que ça va être, Ça va secouer? ça va secouer un peu, mais non, je peux rien vous dire. J'en suis désolé. Moi, je n'ai pas le droit d'en parler, quoi. Et puis, au-delà de, c'est pas pour jouer dans le secret, mais évidemment, ces enquêtes présentent un large caractère de confidentialité et on veut pouvoir travailler sereinement et que surtout les journalistes travaillent sereinement sur leur Combien de sujet. temps c'est calé avant la diffusion? Est-ce que, par exemple, vous avez en ce moment C'est très deux variable. enquêtes et vous ne savez pas quelle sera celle qui va arriver au moment dit ou... Si on sait à peu près, on Il y connaît a un à peu rétro-planning? près. Oui, il y a un rétro-planning. On connaît à peu près les dates. Après, ça s'affine, mais oui, on sait. Je sais quand est la prochaine diffusion. Je peux vous dire que ça ne sera pas avant l'été. Voilà. Donc, Scoop, c'est pas hein, mal. scoop énorme, hein, scoop énorme. Bah oui, si Un tous les truc 2 mois. un truc de dingue, scoop énorme. Mais je ne peux pas vous donner, la date. D'ailleurs, je ne peux pas même par rapport au CSA. Et non, c'est à peu près oui quand c'est calé jusqu'à décembre prochain. C'est un gros paquebot, hein, vous savez, donc faut quand même qu'on ait des caps et qu'on sache à peu près quand on arrive au port, quoi. En tout cas, Emmanuel Gagné, merci pour ce rendez-vous. Vous êtes rédacteur en chef de Cache Investigation, on l'aura compris, et donc membre de l'équipe de Première Ligne, une super agence. On pense très très fort aux 2 personnes qui ont été victimes de l'attentat. Vraiment, je pense et on pense tous à eux très très fort. On salue grandement toute votre équipe parce que j'en connais un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre, et je sais qu'ils travaillent très bien et ils sont super. Et longue vie à Cache Investigation et à votre agence. Merci beaucoup Lionel et merci pour ton nombre de compliments et je passe l'information et le soutien à nos 2 amis qui ont été blessés. Merci, Et je à pense à bientôt. eux. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir Lionel.